Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, retenez qu'à l'occasion du Nouvel An, une double cérémonie a été organisée hier au sein de la mutuelle de crédit Asusu. Une célébration qui a consisté à la présentation des vœux et la remise des cadeaux aux enfants du personnel. Compte rendu Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. Ils étaient tous présents, le personnel de Asusu et leurs enfants, à cette cérémonie qui vise deux objectifs. D'abord, la présentation des vœux du nouvel an du personnel à l'administration. La nation nous a reconnu cette responsabilité de faire en sorte que le défi du bien-être économique, qui est hautement stratégique pour le développement national, soit relevé par nos travailleurs le Asusu. Nous avons, courant l'année 2015, renouvelé cet engagement de manière solennelle à travers la signature de plusieurs conventions. Les cérémonies de signature de ces conventions, qui ont été des moments exceptionnels pour la vie de notre entreprise, nous a permis de mettre en vue un ensemble de valeurs qui sont essentielles pour entretenir le travail en équipe. Ce mouvement d'ensemble répond à des exigences connues de tous, celles de nos bénéficiaires, celles de nos clients, celles de la performance soutenue dans la gestion des projets d'entreprise, celles de l'amélioration continue des conditions de vie et du travail du personnel. Le chemin parcouru ensemble nous convainc de votre capacité de mobilisation de vos collaborateurs et surtout votre capacité d'ouvrir continuellement de nouveaux espaces de progrès pour Asusu, aussi bien au niveau national qu'au niveau sous-régional. Tout le personnel souhaite que l'année 2016 soit pour vous, votre famille et tous ceux qui vous sont chers, une année de paix, de santé, de succès, de joie et de bonheur. Le président du conseil d'administration de Asusu a profité de cet instant solennel pour jeter un regard rétrospectif des activités menées en 2015 et parler des projets futurs. Permettez-moi d'exprimer à chacun de vous ma satisfaction pour la qualité de travail accompli tout au long de cette année 2015. Le contexte sociopolitique difficile que notre pays a traversé cette année n'a pas manqué d'affecter, comme beaucoup d'autres sociétés d'ailleurs, nos performances habituelles. Je reste malgré tout persuadé que nos réalisations resteront dans les normes acceptables de satisfaction. En effet, 2015 a été particulièrement difficile en raison de plusieurs événements. Ces événements, disais-je, ont bouleversé notre activité au point de nous imposer la révision de nos objectifs au cours de l'année. S'en est suivi la remise des cadeaux du nouvel an aux enfants du personnel. Mieux, pour rendre l'utile à l'agréable, des animations musicales ont tenu en haleine l'assistance et les enfants ont dansé en guise de remerciement à l'administration de Asusu pour ce cadeau de la nouvelle année 2016. Mesdames, Messieurs, nous recevons ce soir le professeur Mahmoud Jibo. Avec lui, nous allons parler de son dernier livre, Karma du Sikia au canton 1640-1906. D'abord, il faut savoir que Mahmoud Jibo est né le 24 mars 1956 à Karma, République du Niger. Enseignant d'histoire au collège et au lycée, il a préparé un doctorat en histoire PhD à l'Université Montréal, Québec, Canada. Depuis janvier 1994, il est enseignant-chercheur au département d'histoire de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Il a publié chez L'Harmattan les transformations politiques au Niger à la veille de l'indépendance aux éditions Alpha en collaboration. La culture de la paix en 2 volumes pour l'enseignement de base et a participé à des ouvrages collectifs dont Niger à 50 ans d'indépendance, quel bilan, sous la direction du défunt professeur Bourema Alpha Gado. Il a également publié plusieurs articles, particulièrement en histoire politique. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à écrire Karma du Sikia au canton, quand c'est que la base de votre ouvrage vient du mémoire de maîtrise que vous aviez soutenu en 1985? Merci beaucoup. Avant de répondre, je vais rectifier. Le professeur Alpha Gado n'est pas décédé, c'est pas le défunt, il est encore vivant. Que Dieu lui donne encore davantage d'années à vivre. En fait, mes débuts de chercheur en histoire ont été consacrés à la réalisation de mémoires de maîtrise
sur le thème le psychiatre du Sud. J'ai travaillé en réponse à une thèse de 3e cycle d'un de nos devanciers, M. Zoumar Issa Seni, qui a travaillé sur le psychiatre du Nord, en traitant la zone d'Argol jusqu'au Gorwal. Donc j'ai fait ce travail de mémoire que j'ai trouvé assez intéressant, mais que j'ai trouvé assez incomplet compte tenu du développement de la connaissance dans les années qui ont suivi, et surtout de la limite que je m'étais imposée à l'époque. Un chercheur débutant, c'est toujours un chercheur débutant, mais il y a surtout une préoccupation qui fait que beaucoup de gens dans la région se plaignent qu'il n'y ait pas d'études scientifiques sur le passé de cette région, et à travers Karma, c'est en fait tout le sommet en amont de Tillabéri et de la Sirba que j'ai essayé de revisiter pour donner un éclairage historique. Nous allons revenir à vous dans quelques instants. Le temps de dire que la section RDP Jama du 3e arrondissement de Niamey était en assemblée hier. Une rencontre qui a permis à cette formation politique de présenter ses candidats aux législatives à venir. Le résumé avec Adam Soumana et Saroudoumi. Ce rassemblement politique du parti jaune qui a drainé du monde au niveau du 3e arrondissement de Niamey vise à démontrer la capacité de mobilisation des militants du dit parti sous la conduite de son président communal Oumarou Bédari Maïga. Ce dernier, dans son adresse à l'assistance, a planté le décor de la présente rencontre. L'importance de cette assemblée générale n'est plus à démontrer car elle se tient à quelques jours des élections présidentielles, législatives et locales qui exigent de nous une forte mobilisation et une organisation adéquate pour remporter plus de sièges des députés et des conseillers au niveau de la région de Niamey. Notre parti dispose d'importants atouts susceptibles non seulement de garantir cette mobilisation, mais aussi de conquérir une position privilégiée sur l'échiquier politique national. Notre commune a pris résolument l'engagement pour mener le combat pour la défense des idéaux du RDP Jama, tel prôné par le feu président Ibrahim Mena Sarabare, paix à son âme, et défendu par le président du parti, Dr Hamid Al-Gabit. Notre parti, le RDP Jama, a travaillé dans le cadre de la MRN pour soutenir le programme de la renaissance de son excellence El-Hadj Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. Aujourd'hui, après plus de 4 ans d'action, le bilan est positif. Le Niger vit en paix, en sécurité, et des grands chantiers sont toujours en cours. C'est pourquoi, conformément à l'orientation donnée par le Bureau exécutif national le 26 décembre 2015, notre arrondissement votera le 21 février 2016 pour le candidat du PNDS Tareya, son excellence Issoufou Mahamadou, et cela dès le premier tour pour une victoire éclatante. Notons par ailleurs que le président des jeunes RDP Niamey 3, Kassoum Abdoulaye, prenant la parole à cette occasion, a lancé un vibrant appel à l'ensemble des jeunes afin de montrer leur capacité de mobilisation pour la victoire du parti lors des échéances à venir. Puis vint le moment tant attendu de la présentation des candidats du parti au titre du 3e arrondissement pour la députation. Alors, professeur, nous revenons à vous. Pouvez-vous nous dire comment la royauté a été transférée du Sikié, qui se trouve sur la rive droite, à Karma, sur la rive gauche? D'abord, il faut dire c'est quoi Sikié. Sikié, c'est le siège du Sikiatari, le siège du pouvoir du Sikia, de l'Askia. Et au lendemain donc de la dispersion consécutive à la défaite vis-à-vis des Marocains à Tonibi, il s'est constitué 2 Sikia, un à Sikié et un autre à Dargol. Et le Sikia de Sikié, à la disparition du deuxième régnant, du deuxième Sikia, a laissé un poste pratiquement vacant. Parce que Tabari, le fils de Farmozon, a perdu un œil au cours de la bataille de Hondobon, qui a consacré le Sikiatari de Sikié. Et à la mort de son père, il ne pouvait pas lui succéder du fait que, d'après la tradition, son œil, un infirme ne pouvait pas être Sikia. Il fallait ne pas avoir d'infirmité. Or, lui, il a perdu un œil. On l'appelle même Mofokoyo. Donc, il a été recalé et c'est face justement à cette situation
qu'il a traversé le fleuve, il est venu prospecter à Boubon, après il a continué à Karma, qui était à l'époque un camp militaire avancé de l'Empire Somé. Et là, il a épousé la fille du chef du camp militaire, Salek Marankan, avant d'utiliser les soldats de Karma pour aller évincer ses parents restés à Siké et ramener la royauté à Karma, où il a régné et où depuis, c'est seulement sa descendance qui a accédé au pouvoir jusqu'à ce jour. Donc c'est juste une circonstance physique, l'infirmité, qui a créé les conditions du déplacement de Tabari, qui a regagné la rive droite, la rive gauche plutôt. Donc c'est juste cette explication. Ensuite, professeur, comment Karma avait vécu le fait colonial et quelle a été l'incidence sur l'avenir? Karma a vécu le fait colonial de la manière la plus triste, parce que déjà au moment où le capitaine Julien Chanoine devait rejoindre, le capitaine voulait Paul voulait plutôt à Sanseni, dans sa recherche à retrouver Voulé, Chanoine a traversé le pays de Karma et il s'est fait surveiller et piller par le Amir d'alors, Amir Oumor Kambuskonou. Et il y a eu un premier incident qui a conduit à tuer 2 de ses guides. Et au retour, quand il y a eu la jonction entre Julien Chanoine et Paul Voulé à Sanseni, quand la mission devait reprendre la marche vers l'Est, il y a eu également un accrochage à Karma. Cela a conduit Paul Voulé et Chanoine à brûler le village de Karma. Puis, après l'installation de l'administration coloniale, Amir Karma a refusé de se soumettre au dictat de l'administration coloniale, principalement à travers un prince de Ndunga qui était agent politique de l'administration coloniale, un certain Bagnou, et cela a conduit naturellement à la révolte de Karma, ce qu'on appelle Karma Karo, de mars 1905 de décembre 1905 à mars 1906. Et cette révolte a eu de larges échos dans la mesure où elle a touché pratiquement tout le Songhay jusqu'au-delà de la Sirba, jusqu'au-delà de l'Anzourou, tout le Zarmaganda, parce que finalement Moro ne sera tué qu'en mars 1906 à Delitondi, dans le Zarmaganda actuel, et ça a eu des échos au-delà de Kirtassi, juste dans le nord d'Aroumé, le nord Bénin actuel. Et on peut donc, à juste titre, même si l'histoire officielle du Niger oublie de dire qu'il est Oumor Kambuskoun, qu'il est Oumor Karma, on s'accroche à Issa Korombe, on s'accroche, qui n'a pas connu la conquête coloniale, on s'accroche à Amadou Kourandaga, Alpha Sebou, on oublie Moro. Pourtant, Moro a déclenché et dirigé l'une des révoltes qui ont été les plus sanglantes. Parce que pour la réprimer, il a fallu faire venir des troupes coalisées de la Haute-Volta, du Mali, avec les hommes de Zaramko de Dosso, les hommes de Namaïla de Flingué, pour faire jonction, pour arriver à bout de cette révolte. Et Karma est depuis resté dans le collimateur. Et même pendant le règne colonial, tout le temps que le PPN-RDA était communisant, les documents d'archives disent que Karma est resté avec Liboré, les principaux fiefs de partis que l'administration coloniale considère comme un parti d'opposition dans toute la région de Niamey. Et tout ça a conduit à la suppression, d'abord à la révocation de Mor Karma en 1902, puis sa réhabilitation en 1903, puis la dissolution du canton de Karma pour être intégré au canton de Niamey, avant que le canton de Niamey ne disparaisse de sa belle mort, que Karma soit reconstitué. Ensuite, un meeting de soutien a été organisé cet après-midi à l'endroit du président de la République et du coordinateur régional de Niamey, Karidjo Mahmadou. L'initiative vient du club d'action et de mobilisation Niamey en avant. Reportage Ousmane Sidikou et Sarudoumi. Le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tarey a magnifié et c'est un signal fort. Une véritable démonstration de force à travers ce meeting de soutien.
au président de la République et au coordonnateur régional de Niamey. Une grande mobilisation à mettre à l'actif du club d'action et de mobilisation Niamey en avant. À Fort Dolora, les CMA Niamey en avant entreprend depuis quelques semaines déjà une grande campagne de sensibilisation dans tous les quartiers de la capitale pour éclairer les Niameyens, notamment la jeunesse, sur la chance de l'opportunité qu'ils ont d'avoir Excellence Issoufou Mahamadou comme chef de l'État et leur rappeler que le meilleur choix qui tient pour notre capitale est sans doute celui pour lequel notre président de la République et son gouvernement battent au quotidien, c'est-à-dire les choix du progrès. Candidat à la députation, le retour de l'ascenseur est plus qu'imminent pour le coordonnateur régional de Niamey. Maintenant que vous êtes candidat à la députation au titre de la commune 3, Niamey, nous donnons l'occasion de nous jeunes de vous montrer combien nous sommes derrière vous. Qui nous appelons à tous nos amis et sympathisants à voter massivement, non seulement pour la réélection du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, mais aussi surtout pour lui donner une majorité, pour lui donner une forte majorité de députés à l'Assemblée nationale. Donc votez les votez les couleurs du PNDS Tareya. Oui, pour parler des législatives ici à Niamey, votez PNDS Tareya, c'est voter Karidjo Mahamadou. Camarade Karidjo, aujourd'hui dimanche 3 février 2016, il ne reste plus que 49 jours pour la tenue des élections présidentielles et législatives. Au Niger, à 49 ans, les paroles données sont tenues. Et c'est pour cette raison que Alhaji Hamani Abdou a choisi 49 jours avant les élections pour vous réaffirmer sa conviction et sa confiance, ainsi que celle de toute la population du 3e arrondissement, à faire de vous, Inch'Allah, député national du PNDS Tareya, au titre du 3e arrondissement communal de Niamey. La remise de plusieurs témoignages de satisfaction ont constitué entre autres moments forts de la cérémonie. Une capacité de mobilisation, à n'en point douter, de quoi mettre du baume au cœur et revigorer les autorités de la coordination régionale de Niamey, au-delà celle du bureau exécutif national du Parti Rose. Professeur, donc avec le temps qui passe, pouvez-vous nous dire comment l'islam et le culte soninké arrivent-ils à cohabiter ensemble actuellement? Bon, ça c'est une question assez importante dans la mesure où l'islam a tendance de plus en plus à vouloir écraser toutes les religions traditionnelles. Mais le culte soninké, c'est ce culte qui a réussi à s'intégrer ou à s'adapter, à cohabiter avec l'islam de la mesure où fondamentalement, dans la société Songhai, ce sont les Songhaïtiens qui font la circoncision. Or, il n'est pas possible d'être musulman sans être circoncisé. Donc, d'abord, les Songhaïtiens permettent aux gens d'être musulmans. Ensuite, parce que fondamentalement, la croyance Songhaïtienne croit en l'unicité de Dieu. Dans tous les djandis, dans toutes les paroles qui sont prononcées, on commence toujours par c'est toujours un nabi qui s'adresse à Ilkwe. Donc, il n'y a pas de conflit. Alors que, dans certains cultes, l'islam est à part radicalement opposé à ces cultes. Ici, le Songhaïtien, il finit sa prière, il va pratiquer son culte, et son culte n'est pas une dévotion à une pierre, un caillou, à un autre Dieu. Non. C'est plutôt une philosophie de la vie qui, au fil du temps, a développé certaines compétences sur le plan magico-spirituel qui permet de réguler les conflits de la société, d'apporter un certain réconfort ou un soulagement à l'angoisse sociale ou aux besoins spécifiques des individus de la société. Le culte soninké, pour l'instant, est l'un des rares cultes traditionnels qui ne soit pas en conflit ouvert avec l'islam. Et
Quand vous allez à Boubon, par exemple, beaucoup de grands marabouts de Boubon sont entiers. Et l'un n'empêche pas l'autre. De toutes les façons, il n'y a pas de négation de Dieu, ni de récusation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à Karma, nous cohabitons, et, par la grâce de Dieu, chacun fait son culte, le Songhentier pratique les deux, et le Songhentier apporte à la société les précisions des choses de ce monde, puisque le culte Songhentier ne s'intéresse pas à l'au-delà. Or, l'au-delà, c'est régi par l'autre volet. Et pour l'instant, en tout cas, la cohabitation est heureuse. Professeur, c'est la dernière question, nous sommes dans un pays où les gens n'aiment pas tellement lire. Donc, quel appel avez-vous à lancer, par exemple, à l'endroit des étudiants, des fonctionnaires, des enseignants, et comment faire maintenant pour ramener le goût de la lecture chez les gens? Les gens n'aiment pas lire au Niger, c'est une réalité, et cela est dû à un double échec. D'abord, l'échec de notre système éducatif, qui a totalement échoué. Tous les régimes qui se sont succédés au Niger doivent assumer cette responsabilité. On n'a pas donné à l'enfant le goût d'apprendre. On lui a donné tout simplement l'obligation d'apprendre la leçon qu'on lui assigne en classe. Alors, on n'a pas poussé les enfants à aller faire de la recherche, à regarder, et les enfants sont restés partisans du moindre effort, au point où aujourd'hui, même quand ils quittent le système formel, ils n'ont pas envie de se cultiver, d'apprendre ce qui a été produit. La deuxième chose, c'est que le Nigérien est pauvre et les livres coûtent cher. Les livres coûtent cher. Certains pensent que pour acheter un livre, par exemple, à 15 000, ils préfèrent aller acheter un sac de 1000. Ce qui est normal, puisque ce sont les conditions matérielles d'existence qui déterminent la conscience. Mais dans la vérité, moi je pense que le livre, par exemple, ce livre est sorti à 8 000 francs l'unité, mais je suis en négociation avec l'éditeur pour qu'il y ait un prix auteur, plutôt un prix étudiant, pour que ce soit mis à la disposition de nos étudiants, qu'ils puissent l'acheter dans la mesure du possible. Malheureusement, rien n'est fait en matière de lecture publique, rien n'est fait en matière de facilitation, parce que l'État du Niger aurait pu créer des conditions pour subventionner l'édition, pour encourager les Nigériens à écrire, à produire, et dans ces conditions, les livres reviendraient moins chers et seront accessibles aux communs des Nigériens. Et je pense quand même que ce livre, compte tenu de tout ce qu'il contient sur le passé du son et du monde zarma, je pense que les gens accepteront de se sacrifier pour l'acquérir. Professeur Mahmoud Djibo, merci d'être venu répondre à nos questions. Ensuite, déclaration hier à Niamey des jeunes du parti Lumana pour fustiger et exiger la libération immédiate des militants du dit parti arrêtés dans le cadre de l'enquête sur la tentative du coup d'État. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration, lui par le coordinateur des jeunes Lumana de Niamey, Yacouba Anaroa. Devant le péril grave qui fait peser sur la démocratie et la cohésion de notre nation, le PNDS et le président de la République lui-même, la coordination régionale des jeunes Lumana de Niamey, condamne avec véhémence les arrestations extrajudiciaires opérées par la DGSE et exige l'arrêt immédiat de la chasse aux sorcières déclenchée depuis la prétendue tentative de coup d'État. Exige la libération sans condition et immédiate de toutes les personnalités enlevées et illégalement détenues par le PNDS et sa Gestapo politique. Invite les forces de défense et de la sécurité et la chefferie traditionnelle à observer conformément à la constitution de notre pays une parfaite neutralité dans le débat politique. Apporte son soutien moral à l'armée et à la justice face à l'entreprise de SAP, entreprise à leur encontre par le PNDS et son président Kamamini Bazoum. Apporte son soutien indéfectible au président et candidat aux élections présidentielles du Modern Fa Lumana, son excellence Hama Amadou. Au coordinateur régional Modern Fa de Niamey,
Soumane Sanga, au secrétaire général de la coordination régionale des jeunes de Niamey, Hamza Sadikou, à Saleh Barikoy et aux autres militants du Modern Faloumana qui croupissent dans les geôles du système charliste depuis le 14 novembre 2015. Le collectif des syndicats du secteur des transports du Niger menace de partir en grève le jeudi prochain. Cette décision est issue d'une déclaration qui est résumée ici par Hassan Saleh Mustafa et Soumaïla Abdoulaye. Rien ne va plus entre les transporteurs nigériens et les autorités de la 7e République. Les transporteurs qui fustigent les traitements qui leur sont réservés sur leur chemin, notamment les tracasseries routières qu'ils subissent sous le regard impuissant des autorités en charge des transports qui tardent à revoir cette situation. Considérant que le Niger est un état de droit, considérant le refus incompréhensible de la part du gouvernement de la 7e République de la mise en application des engagements issus de la mise en œuvre du protocole d'accord du 22 août 2012. Considérant la rupture du dialogue découlant à la recherche de solutions aux problèmes multiples et variés dans laquelle végètent les militants du collectif. Considérant les amendements illégaux de 24 000 francs injustement infligés aux camarades sans mesure d'accompagnement préalable, allusion faite au rapport de synthèse de différentes réunions à la période d'août 2013 du ministère du Commerce. Considérant la logique du syndicalisme de développement que le collectif a toujours prôné, dont il est aujourd'hui victime. Considérant le ras-le-bol des acteurs du secteur des transports, le collectif des syndicats du secteur des transports du Niger 1. Fustige et condamne le comportement du gouvernement de la 7e République. 2. Appelle le gouvernement à plus de responsabilités et du respect de ses engagements pris en comité. 3. Remercie ses militants pour leur patience malgré les conditions précaires de travail et de vie dans lesquelles ils vivent quotidiennement. 4. Prend l'opinion nationale et internationale à témoin pour tout ce qui adviendra si toutefois le gouvernement de la 7e République n'honore pas sa parole donnée dans les meilleurs délais. Ainsi, pour manifester leur mécontentement, les transporteurs du Niger, réunis au sein d'un collectif des syndicats du secteur des transports, ont déposé un préavis de grève de 24 heures pour le jeudi 7 janvier prochain. Sur le plan sportif, le comité ad hoc chargé de la mobilisation des ressources additionnelles en faveur du MENA a organisé hier nuit un premier face-à-face avec les sponsors. Objectif, présenter aux partenaires le programme de mobilisation des fonds qui permettront l'acheminement des journalistes sportifs et les supporters au CHAN 2016. Reportage Ibrahim Tikire. Après sa mise en place dimanche dernier, le comité ad hoc chargé de la mobilisation des ressources additionnelles passe à l'action. Ce samedi 2 janvier 2016, ce fut un dîner organisé aux sponsors au cours duquel le comité a défini sa démarche et les résultats attendus. Au nom des membres de la commission chargée de mobilisation des fonds additionnels pour l'équipe nationale MENA, et je vous remercie infiniment pour avoir répondu à cette invitation de cette commission qui, comme l'a souligné tout à l'heure, a été créée dans le cadre de mobilisation des ressources additionnelles pour l'équipe nationale afin de permettre d'une part aux journalistes et supporters de l'équipe nationale qui n'ont pas pu être intégrés dans le budget qui a été pris en charge par le gouvernement pour leur permettre, comme je le disais tout à l'heure, de faire le déplacement et de pouvoir être en communion avec le peuple nigérien à travers la communication et les informations qu'ils auront à livrer sur les médias. Donc cette cérémonie a un double objectif. Le premier d'abord, c'est de rassembler tous les journalistes, leur faire une présentation et pour les sensibiliser, pour qu'eux puissent, puisque c'est leur métier, de faire le relais, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, la cause, c'est leur cause d'abord. Et deuxièmement,
et faire la même présentation aux sponsors qui sont chargés de nous aider pour mener cette activité. Et je dois remercier tous les sponsors qui ont répondu favorablement à notre demande. Et beaucoup se sont excusés parce qu'ils n'ont pas pu faire le déplacement. Je vais quand même citer ceux qui sont là actuellement. Je peux parler de Eka Automobile, la Nigérienne de l'automobile, Sassissal, Rainbow, Nigeria Airlines, Établissement EBA, Espace Libre, AutoWorld, REA Niger. Donc, au nom du président de la Fédération nigérienne de football, j'adresse mes sincères remerciements à tous ceux qui ont fait ce déplacement et remercier aussi ceux qui se sont annoncés qui n'ont pas pu faire le déplacement. Donc notre soirée va consister donc à une présentation qui sera faite par le communicateur de la commission qui va présenter les enjeux de cette mobilisation et les objectifs que nous recherchons par cette mobilisation et la visibilité que nous voulons faire ressortir à travers la communication qui va se faire tout au long de la compétition. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Sidiman, qui va vous présenter en détail un diapo comportant plusieurs thèmes qui vont rentrer dans le cadre de sensibilisation pour que les gens puissent soutenir notre équipe nationale afin que la campagne se passe dans de bonnes conditions. Après le mot du président du comité, les invités ont suivi un exposé sur la vision du comité à travers l'acheminement au Rwanda des journalistes sportifs et des supporters. Une initiative partie après que l'État ait occulté la rubrique mobilisation dans le cadre de la participation du MENA aux phases finales de la 4e édition du CHAN Rwanda 2016. Les partenaires présents au cocktail ont salué le projet tout en promettant de mettre la main à la pâte pour sa concrétisation. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.